Donne-moi la main. Il y a 15 ans, c'est dans ce petit bois de Seine-et-Marne qu'a été découvert le corps sans vie de Karine Leroy, une lycéenne de 19 ans. Depuis, régulièrement, sa mère et sa sœur viennent s'y recueillir. Voilà, et après le coca. On va boire un coup. Je lui amène du coca, parce que Karine aimait bien. Comme on fait d'habitude. Tu veux. Et tu mets là, dessus, à côté devant. On va y arriver. Hein? Ça fait 15 ans, on va continuer. Oui. Bah alors? Ici, pour moi, c'est son cimetière, c'est là qu'on l'a retrouvé alors. Le meurtrier de Karine n'a jamais été identifié, encore moins arrêté. Nous allons tenter de comprendre les raisons de cet échec. Qui a enlevé la vie de ma fille? Et pourquoi? Quand vous perdez votre sœur jumelle, vous n'avez plus de repères dans la vie, vous avez 19 ans, vous n'avez plus rien, il vous reste qu'une chose à faire, je pense. C'est vous faire sauter la tête, quoi. Voilà, donc. Au printemps 1994, Karine Leroy vit dans une tour du quartier Beauval de la ville de Meaux, avec sa sœur jumelle, Nathalie. Les deux jeunes filles habitent au domicile de leur père. Leur mère, remariée, vit à quelques pas de là, dans la tour Aquitaine, avec ses deux plus jeunes enfants. Karine est lycéenne, en classe de première, au lycée Jean Villard. Ce 9 juin 1994 au matin, en cette fin d'année scolaire, elle doit assister à une rencontre sportive organisée entre professeurs et élèves. À 9h10, Karine quitte l'appartement de Beauval, situé dans la tour Cheverny, qui n'existe plus aujourd'hui. Le bâtiment était vétuste, dégradé, mais c'est comme si l'explosion, en abattant les murs, avait dynamité aussi des tonnes de souvenirs. Pour aller à pied de la tour Cheverny au lycée Jean Villard, il faut entre 10 et 15 minutes. Karine faisait en général le trajet avec Farida, sa meilleure amie. Nathalie, sa sœur jumelle, était déjà en vacances. Ce matin-là, elle assiste au départ de Karine. Bon, bah ça, c'était Cheverny. Il était ici. Donc ici, j'habitais ici avec ma sœur jumelle et la dernière fois que je l'ai vue, j'étais à la fenêtre. J'avais fini mes examens, donc ma sœur était encore en cours et m'avait demandé de surveiller une amie à elle, Farida, pour savoir si elle devait se rejoindre ou je sais pas, il y avait peut-être un rendez-vous. Et elle m'a demandé de le surveiller pour lui dire qu'elle l'attende parce qu'elle était partie chercher des cigarettes. Le buraliste du quartier est l'une des dernières personnes à avoir vu Karine Leroy vivante. La jeune fille achète un paquet de cigarettes, puis quitte le débit de tabac pour prendre le chemin du lycée. Elle repasse alors une dernière fois devant la tour Cheverny. Et j'ai attendu la copine et la copine n'est pas passée, elle est peut-être partie en avance ou en retard, j'en sais rien. Et ma sœur est partie chercher ses cigarettes parce que, en attendant à la fenêtre, j'ai vu qu'elle repassait dans l'autre sens et elle a parlé à mon père à ce moment-là. Voilà. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'est au milieu du terre-plein entre les deux avenues. Voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Toute l'énigme de la disparition de Karine se joue ici, sur une distance d'à peine 200 mètres, au croisement de ces deux rues. On ne reverra plus jamais la jeune fille vivante, et aucun témoin de sa disparition ne se manifestera. Chaque jour, Karine empruntait le même itinéraire pour aller au lycée. Si l'on se fie à ce scénario, la jeune fille repasse devant la tour Cheverny, puis traverse le terre-plein central de l'avenue.
Elle longe ce trottoir pour aller rejoindre l'entrée d'un parking de la tour Anjou, qui était utilisé à l'époque comme raccourci pour traverser cette partie de la cité et rejoindre le lycée Jean Villard. Voilà. Voilà. Alors là, c'est pas le même garage, mais enfin, c'était un garage comme ça, qui se situe là-haut. Enfin, maintenant, ça a changé complètement, hein, parce qu'avant, c'était vraiment pas beau à voir à l'intérieur. Ça me faisait toujours peur de passer là avec Karine. Mais comme les jeunes, c'est pas grave, maman, tu vois le mal partout, comme elle disait. Voilà. Donc on passait de là, de l'autre côté. Et ensuite, on avait pris le chemin pour aller à son école. Voilà. C'est-à-dire que moi, depuis 15 ans, j'ai toujours pensé que c'était là qu'y arrivait le malheur. C'est là, pour moi, elle a dû passer ici, et puis c'est là qu'on l'a pris, et puis on l'a assassiné. Enfin, pour moi, personnellement, depuis 15 ans, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est le garage, c'était sa mort, on va dire comme ça. Dissimulé de la rue et des passants, le passage offrait une certaine discrétion. C'est là, en tout cas, que se perd définitivement la trace de Karine. En fin d'après-midi, ses proches commencent à s'inquiéter. En général, moi, quand j'étais en cours, elle arrivait avant moi à la maison. Et bon, moi, je n'étais pas en cours, mais quand j'ai commencé à avoir 18 heures, j'ai commencé à appeler ma mère. J'ai pas inquiété tout le monde parce que je me suis dit, ouais, elle est peut-être ailleurs, elle est peut-être partie faire un tour, ça arrive. Bon, il n'y avait pas de téléphone portable à ce moment-là, c'est vrai que c'était pas pareil. Et c'est vers 18-19 heures que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. J'ai appelé Farida, j'ai appelé les amis que j'aurais pu connaître à ce moment-là. J'ai appelé ma mère et personne ne l'avait vue, quoi. Donc c'est là que j'ai dit à ma mère, il y a un problème. Madame Cagnier appelle le lycée et apprend que sa fille ne s'y est pas rendue de la journée. La première hypothèse est celle de la fugue volontaire. C'était pas concevable que ce soit une fugue, parce que pour faire une fugue, ça veut dire avoir des motivations. Parce que, ok, on peut pas dire qu'elle nageait dans le bonheur, hein, mais à contrario, elle sortait, elle avait un peu de fric, son père, il disait jamais rien. Donc elle n'avait pas de raison majeure de quitter un peu cette facilité. C'est pas un cocon, hein, c'était vraiment la facilité. 20h, 20h30... On s'est tous dit, étant donné que Karine, c'était quelqu'un où on savait à la minute près à quel endroit elle se trouvait, qu'il était forcément arrivé quelque chose. Forcément, il était arrivé un malheur. Les proches se rendent au commissariat. Les policiers ne veulent pas encore croire à une disparition inquiétante. Ils proposent la rédaction d'une main courante qui n'a pas valeur de dépôt de plainte et qui n'entraîne donc pas de recherches immédiates. On tombe sur un gentil policier qui nous dit qu'ici, c'est pas Chicago et que les gens ne disparaissent pas comme ça. Et que de toute manière, elle est majeure et qu'à son âge, elle a le droit aussi de sortir. En plus, il était 21h. Voilà, c'était pas comme si elle avait disparu une nuit entière. Et on rentre là-dessus. Voilà. La nuit se passe dans l'angoisse et dans l'attente impuissante d'un improbable appel téléphonique. Au petit matin, toujours aucune nouvelle de Karine. Les premières recherches s'improvisent maladroitement avec l'aide de proches et de voisins. On cherche désespérément Karine dans tous les coins et recoins de la cité. C'est la panique totale, oui. C'est la panique totale, oui. C'est la première porte qu'on ouvre, on y va, on va voir, c'est pas grave, on repart. On cherche même pas à anticiper, on cherche même pas à savoir. On fonce la tête baissée, on essaye de récupérer, quoi. On veut savoir. Et on a fait le tour de tous les trucs un peu glauques du quartier, quoi. La cité est retournée de fond en comble. On cherche dans les parties communes, dans les couloirs, au bas des immeubles, dans les caves. Rien. Aucune trace de Karine. Pas même un sac, un objet, un vêtement, une paire de lunettes. La jeune fille semble s'être évaporée, volatilisée. On se met en ligne pour voir juste si on retrouve les lunettes, une bague, n'importe quoi, un indice qui fait que oui, on est sûr qu'elle était là et il s'est passé quelque chose parce qu'il y a ça, mais il n'y a plus elle. Et voilà. Rien. Rien du tout.
10 jours se passent ainsi, avec l'angoisse qui monte. La probabilité d'une fugue s'effiloche. Bon, 10 jours après, c'était notre anniversaire. Et pour moi, c'est si elle avait vraiment fugué avec quelqu'un, ça pouvait arriver. J'en sais rien. Je pouvais pas tout connaître aussi de ma sœur, c'était pas possible. C'est un être humain aussi. Hein. Et le jour de notre anniversaire, le 19, quand j'ai pas eu de nouvelles, pour moi, ça a été le jour fatidique. Quoi. En fin de compte, j'ai compris qu'elle ne reviendrait pas. Mes parents m'ont souhaité un bon anniversaire. Ça a été dur. Moi, avec des pleurs, avec des tracas, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas fêté l'anniversaire. Hein. C'était ils m'ont dit bon anniversaire, et moi, c'est ce jour-là que j'ai coupé mes cheveux. Quoi. Parce que bon, il a eu par rapport à l'image de ma sœur et de moi, il m'appelait Karine, il m'appelait pas Nathalie. Donc c'était plein de petites choses comme ça. Bon, il le faisait pas volontairement. Mais bon, quand on perd quelqu'un et que on voit l'image en face, on appelle la personne par le prénom qu'il y a. Quoi. Et il m'appelait Karine. Donc à un moment ou à un autre, j'avais besoin de m'identifier, de montrer que j'étais moi. Quoi. Donc j'ai coupé mes cheveux, tout simplement. Parce qu'on avait toutes les deux les cheveux longs et voilà. Les jours passent et rien ne se produit. C'est le début de l'été 94. Toujours aucune trace, aucun indice, aucun témoin. Pour les proches et la famille, le temps semble s'être arrêté. Jusqu'à ce jour fatidique du 13 juillet. 34 jours, on a l'impression que c'est énorme, mais c'est rien. Rien. Quand on est dans cette situation, c'est une semaine. Voilà, une semaine, le commun des mortels. C'est comme si des 34 jours a été confiné sur une semaine, même pas 3 jours, 4 jours. On vivait en léthargie, on faisait que ça. On était chez le père ou chez la mère et on attendait. C'est tout. La veille, 12 juillet, le corps décomposé d'une jeune fille est découvert. Le lendemain, par comparaison entre d'anciennes radios et la dentition du cadavre, l'expert confirme le pressentiment des enquêteurs. Karine a été tuée. Quand on les a vus arriver à 8 ou à 10, on s'est dit... Moi, j'ai réagi et je me suis dit, il y a quelque chose. Soit ils l'ont retrouvée, elle est en piteux état et il y a quelque chose, ou ils l'ont retrouvée et elle est décédée. Pour moi, ça a été... Parce que moi, il m'a posé une question. Moi, je me souviens plus vraiment de sa question. Il m'a demandé si je m'attendais à revoir ma sœur. Et pour moi, quand je lui ai demandé, quand il m'a dit ça, pour moi, c'était oui. Vous savez, les gens ont quand même aussi un petit peu d'instinct. Donc, quand vous voyez arriver des gendarmes, et dès les premières questions, je veux dire, la famille se rend compte qu'il y a un gros souci. Je prends Nathalie dans la cuisine et je lui dis, là, c'est pas bon. Le mec, c'est le commandant de gendarmerie. Et pour qu'il se déplace... J'ai vu son visage et on a compris tout de suite qu'il l'avait retrouvé, mais décédé. Le corps, en très mauvais état à cause de la chaleur et de l'humidité, a été aperçu la veille en fin d'après-midi par un couple de promeneurs. Le lieu de la découverte est situé à une dizaine de kilomètres de Beauval, lieu de la disparition de Karine, dans un bois situé sur la commune de Monceau-les-Maux. Le corps repose au tout début du petit bois situé à côté du château d'eau, à l'extrémité du champ. Les premières constatations médico-légales indiquent que le corps de Karine repose à cet endroit depuis au moins 1 mois, donc à une date rapprochée de celle de sa disparition. Elle est allongée sur le dos. Elle est habillée. Et elle a ce lien autour du cou qu'on appelle un feuillard, qui vraisemblablement était torsadé avec un bâton. Donc on peut imaginer qu'à partir du moment où on serre dans un premier temps et qu'on torsade, on arrive finalement à couper la respiration de la victime. Outre ce lien en plastique, on trouve aussi, enroulé autour du cou de la victime, un fil électrique fermé par un nœud coulant. D'autres tronçons de ce fil seront découverts dans les sous-bois. Enfin,
Les gendarmes trouvent sur Karine le paquet de cigarettes qu'elle avait acheté avant sa disparition. Seul manque une cigarette. C'était pas forcément une grande fumeuse, j'allais dire, mais pour autant, elle n'a pas eu l'occasion d'en fumer une deuxième. Ce qui peut quand même limiter le temps entre le moment où elle est prise en charge par un automobiliste et le moment où elle décède. Les experts remarquent sur le petit chemin qui mène au bois des empreintes récentes d'un véhicule muni de pneus larges. Quant à la terre retrouvée sous les semelles des chaussures de la jeune fille, elle se révèle identique à celle du champ voisin. Conclusion des gendarmes, Karine était encore vivante puisqu'elle marchait à son arrivée dans le bois. Elle a donc probablement été assassinée sur place. Ce qui a été vu à l'Institut médico-légal, en fait, c'est que le blouson et le t-shirt qu'elle portait portaient les signes d'une incision. Donc éventuellement une lame d'un couteau ou d'un cutter, enfin. Mais une fois de plus, le corps était en état de décomposition avancée et il n'était pas permis, enfin en tout cas, il ne permettait pas de voir s'il y avait eu une blessure par arme blanche. Sans témoin et sans certitude sur la cause du décès, l'enquête s'annonce déjà périlleuse. Sans compter que l'autopsie, sans l'affirmer, ne peut écarter tout à fait l'agression sexuelle. 2 détails intriguent les gendarmes. Le soutien-gorge de la victime était dans la poche arrière de son jean et les bois de Monceau sont souvent fréquentés par des couples. Non, c'est pas... D'abord, dans un lieu public où... Voilà, c'est pas elle n'était pas exhibitionniste, elle était introvertie. Donc c'était... l'approche à la sexualité, c'était fleur bleue. C'était plus ça. Alors maintenant qu'elle ait son soutien-gorge dans la poche arrière, je l'explique pas. Il est vrai, alors je dis pas que c'était le cas, mais il est vrai que régulièrement, quand Karine était indisposée, elle avait mal à la poitrine et elle enlevait son soutien-gorge et je la vois le faire et le mettre dans la poche de son blouson en cuir. Elle avait des grandes poches. Mais au mois de juin, elle l'avait certainement pas, son blouson. Enfin, je sais pas comment elle était habillée, peu importe, j'ai plus le souvenir. Mais qu'elle ait pu l'enlever, ouais. Mais qu'elle l'ait, comme vous dites, dans un endroit glauque, non, pas du tout. Mais alors pas du tout. La découverte du corps de Karine assassinée ravage la famille et les proches. À l'annonce de la mort de sa fille, Annick Cagnier s'est évanouie, un malaise dont les séquelles la font encore souffrir aujourd'hui. Pour des raisons évidentes, les gendarmes n'ont jamais voulu lui présenter le corps de sa fille. Pour moi-même, dans ma tête, il fallait que je la voie. Ils n'ont jamais voulu. Alors moi, je me suis dit, jusqu'à maintenant, pour moi, des fois, je me dis, elle est peut-être partie en vacances, puis elle reviendra un jour. Vous voyez, c'est ça que... Mais ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils savent que je suis cardiaque, ils savent que j'ai pas mal de problèmes de santé, maintenant. Alors c'est pour ça. Le père, ça a été une catastrophe. Mais une catastrophe. Lui, on peut dire qu'il est mort de chagrin. Physiquement, moralement, il est parti. Ça a été... je crois que les 6 premiers mois... Enfin, le premier mois, ça c'est sûr, parce que j'ai dormi non-stop chez eux. Il a pleuré et vomi toutes les nuits. Jamais devant quelqu'un, toujours la nuit. Et après, au fur et à mesure, il s'était mis beaucoup à l'alcool. Il noyait son chagrin, quoi. Et il ne parlait pas. Il parlait plus. 3 ans après la disparition et la mort de Karine, Michel Leroy décède d'un arrêt cardiaque foudroyant. Et moi, c'est vrai que je l'ai vu dépérir au fur et à mesure. Tout en lui disputant, va chez le médecin, fais quelque chose, réagis ou autre. Non. Et un jour, il est parti sortir notre chien avec Marine et Anthony et il est tombé dans la rue, il s'est jamais relevé. Voilà, il a fait un infarctus. L'enquête est confiée aux gendarmes de la brigade de recherche de Meaux dès le 13 juillet. Une trentaine d'enquêteurs passent la cité de Beauval au peigne fin, à la recherche du moindre indice. D'autres parcourent inlassablement tous les itinéraires pouvant mener de Beauval au lycée Jean Villard. Les enquêteurs cherchent notamment les lunettes et le cartable de Karine, curieusement introuvables dans les bois de Monceau.
Pour tenter de les récupérer, des plongeurs fouillent même le canal de l'Ourcq, sur le chemin du lycée. En vain. Tout comme s'avèrent sans résultat les auditions des élèves et des professeurs du lycée, des conducteurs de bus, des chauffeurs de taxi, et bien sûr de tous les délinquants sexuels connus des environs. Un peu plus tard, les gendarmes entreprennent l'audition d'un millier d'habitants de la cité. Cet énorme travail d'audition, de recoupement et de vérification se révèle encore vain. Aucun témoin, aucun indice, aucune trace. Par rapport à toute l'enquête d'environnement sur les lieux, la recherche de témoignages, les articles dans la presse, bon, si elle avait été enlevée de force, il y a de grandes chances qu'on aurait eu un témoin de la scène. Or, ça n'a pas été le cas. Qu'en conclure? Que sans doute Karine n'a pas été enlevée de force sur la voie publique ce matin-là. D'ailleurs, son itinéraire habituel vers le lycée la faisait passer à côté de l'arrêt très fréquenté d'une ligne de bus. Restent deux hypothèses. Soit l'enlèvement a eu lieu dans le parking, avec une voiture, soit la disparition a été organisée par un proche. Moi, je me dis, c'est quelqu'un qui l'a monté en voiture et qui lui a dit... C'est ce que j'ai pensé à l'époque et c'est ce que je pense encore. Je ne vais pas bien, quelqu'un qu'elle connaît, je ne vais pas bien pour telle et telle raison. Et comme c'était quelqu'un qui était... pas charitable, mais qu'on amadouait facilement dans le principe, quand elle connaissait la personne. Si je vais pas bien, on pleure, elle va s'intéresser. Elle s'intéressait aux gens qui l'entouraient. Donc, pour moi, cette personne lui a joué le mélodrame, la corde sensible, elle est montée en voiture, et il s'est passé un truc. Donc pour moi, c'était ça. Elle est montée avec quelqu'un qu'elle connaissait. Montée ou... Mais bon, elle était... Bon, ouais. C'était quelqu'un qu'elle connaissait de vue ou très bien, ou de vue, ou quelqu'un du quartier. Mais c'est quelqu'un qu'elle connaissait, sinon elle ne serait jamais montée. Les gendarmes vont alors s'attacher à l'entourage proche de Karine. Cercle familial, amis et petits-amis sont discrètement placés sous surveillance. L'objectif est de découvrir s'il existe un mobile de vengeance, haine ou jalousie. Mais rien ne permet de conclure que Karine se sentait menacée peu avant sa disparition. Elle aurait eu vraiment un gros problème de n'importe quel ordre, et on en aurait parlé. Elle m'aurait dit, oui, bah, tu viens, tu me suis, tu restes avec moi, ou ça aurait été vraiment le truc, non. Pour moi, elle n'a pas eu de problème, quoi. Dès leur plus tendre enfance, les sœurs jumelles, inséparables, ont été élevées côte à côte. Elles ont en commun la passion du sport. Dès l'âge de 6 ans, Karine et Nathalie jouaient ainsi ensemble au football club de Meaux. Karine voulait devenir professeure de sport. Elle avait fait du tennis, elle avait fait 3 sports, je crois que c'est ça. Le football, le tennis, et puis du handball. Voilà, ça me revient. Voilà, c'était tout ce qu'elle faisait. Mais sinon, c'était une fille qui était plutôt à la maison que dehors. Vous saviez, voilà, toujours où elle était, à quel moment, à quelle heure. C'était soit chez les uns, soit chez les autres. Mais il y avait toujours quelqu'un, un adulte d'avisé, à savoir où elle était. Il n'y avait pas de place pour la folie. Ou, voilà, c'était quelqu'un qui était très posé. Elle s'effaçait un petit peu, puis sa sœur était beaucoup plus exubérante. Donc, étant donné qu'elles étaient jumelles, il y a toujours une comparaison. Et donc, vous aviez l'exubérante et la calme. Et bien, Karine, c'était la calme. Les obsèques de Karine Leroy sont célébrées 11 jours après la découverte de son corps. La cérémonie a lieu entre tristesse et recueillement dans un petit village de l'Oise. Les gendarmes en profitent pour discrètement relever les plaques minéralogiques des voitures présentes et photographier les participants. Les proches de Karine sentent la pression monter autour d'eux. Ils ont du mal à comprendre l'objectif réel des gendarmes, procéder par élimination, afin d'identifier et d'isoler un ou plusieurs suspects potentiels. On a eu la première audition avec les enquêteurs avant l'enterrement, parce que quand on les a revus juste derrière l'enterrement, ils avaient les clichés et nous montraient les clichés. Et ils voulaient savoir pourquoi on avait telle réaction sur telle photo. Tout le monde est suspecté, puisque vous entrez là dans un domaine d'investigation qui est très vaste. Et tant qu'on n'a pas, j'allais dire, une preuve pour dire que telle personne
n'a rien à voir avec ce crime, on ne lâche pas. Donc évidemment, il faut vérifier les emplois du temps de chacun. Et puis, ils vont forcément voir les principaux intéressés. Donc, la maman, le père qui dit, moi, je savais... Lui, ses auditions, elles étaient toujours super rapides parce qu'il n'était jamais au courant de rien. Forcément, Karine ne parlait pas avec. Donc, il envoyait toujours sur la mère. Moi, ma fille, elle ne me parle pas. Je ne suis pas au courant de sa vie privée. Je sais qu'elle est à la maison toutes les nuits et qu'elle ne découche pas. Et quand elle sort, elle me dit, je vais chez maman ou à tel endroit. Donc, ils ont vraiment commencé à écouter la mère et elle les a orientés. Alors, un tel, il est comme ci, un tel, il est comme ça. Quand j'avais pour moi, des pistes, je le disais aux gendarmes, voilà. Et eux, peut-être qu'ils y allaient, mais ils n'y allaient pas tout de suite. Le problème, c'est qu'ils n'y allaient pas tout de suite. C'est aujourd'hui, en même temps, je vous le dis aujourd'hui, il faut y aller tout de suite, quoi. Et après, ils m'ont dit comme ça que, soi-disant, que je perdais la tête, enfin, que j'avais des hallucinations. À un moment donné de l'enquête, on s'est rapproché d'une voyante, enfin, parce que justement, alors je ne sais plus si c'est même Cagné qui nous avait plus ou moins orientés, mais on a été amené à rencontrer, effectivement, quelqu'un qui avait des flashs. Mais bon, ça n'a rien donné, je veux dire. Plus sérieusement, les enquêteurs continuent à creuser la piste familiale sans épargner personne. Ils nous regardaient dans le blanc des yeux, ils me demandaient si c'est pas moi qui a tué ma sœur, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qui sont assez... Pour eux, c'est peut-être facile, mais quand on est en face, c'est qu'on reçoit la question au moment même, du moment que ça arrive, ça déstabilise complètement. Ils veulent savoir notre vie privée, ils veulent savoir si on a un petit ami, si ceci, si cela. C'était à peine s'ils voulaient pas savoir la couleur de ma culotte, quoi. En gros, c'était un petit peu ça, quoi. Ils vont très loin, très loin. Et finalement, on en arrive à travailler plus sur les anciens amis de Karine Leroy. Parce qu'une fois de plus, elle avait très peu de relations extérieures à son groupe. Alors, quand on est sorti du groupe d'amis filles, on arrive évidemment sur le groupe d'amis intimes. Les enquêteurs recensent 3 amis de Karine. Tous sont d'origine africaine, Karine ayant fait leur connaissance par l'intermédiaire de son beau-père, originaire du Congo. On arrive quand même à cerner principalement trois personnes qui étaient dans, évidemment, des relations intimes de Karine Leroy. Et pour 2 d'entre eux, on arrive pratiquement à déterminer qu'ils ne pouvaient pas être là au moment où Karine Leroy se trouve à Beauval, c'est-à-dire à 10h, aux environs de 10h du matin. Il ne reste donc que celui qui fut, en 92, à 30 ans, le premier amant de Karine. Les relations entre la jeune fille et lui n'ont duré que quelques mois. Il devient pourtant rapidement, aux yeux des enquêteurs, le suspect numéro 1 du meurtre de Karine. J'ai toujours pris comme mon fils, parce que quand il arrive à Mout, il était tout seul. Et puis, par intermédiaire de ma famille, enfin, ma famille, deuxième mariage, il y a comme ça, je l'ai connu comme ça. Mais c'est vrai qu'à première vue, pour moi, personnellement, c'est pas lui. Enfin, à moins qu'on me dise vraiment aujourd'hui, c'est lui qui a tué Karine. Ça, il faudrait qu'il me le dise en face. Alors moi, je me souviens que le jour de la disparition de Karine, d'avoir été chez lui, il n'était pas là. Pour moi, c'était la personne qui pouvait plus me soutenir ou m'aider dans les recherches. C'était lui, parce qu'il connaissait très bien Karine, comme c'était son ex-petite amie. Il la connaissait très bien, il me connaissait très bien, donc ça a été le personne envers qui je me suis tournée pour avoir une aide. Et il n'était pas là ce jour-là. Et ce qui est certain, c'est que ce matin-là, il ne travaillait pas. Il n'avait pas d'occupation officielle. Et c'est là que lui, il a été interrogé et ce monsieur-là n'a pas l'aide d'alibi ce jour-là. Ce qui interpelle surtout les enquêteurs, c'est que le suspect refuse de leur fournir un alibi quelconque. Et je n'ai pas souvenir de rencontrer ce type de situation, même si au départ, la personne, par contrariété ou simplement parce qu'il n'aime pas la proximité d'un enquêteur gendarmerie ou police, je veux dire, même si au départ il est récalcitrant, à un moment donné, ils comprennent tous, et en tout cas on leur fait comprendre que leur intérêt, c'est quand même de fournir l'alibi. Leur alibi.
Reste encore à rapprocher le suspect des quelques rares éléments matériels du crime. Les gendarmes pensent l'avoir trouvé avec le lien qui enserrait le cou de Karine. Le lien avec lequel Karine a été étranglée, c'est un lien qui relie les prospectus des boîtes aux lettres quand on fait la distribution. Et ce monsieur-là, à un moment, a fait de la distribution de boîtes et j'étais avec lui ces moments-là. J'ai fait 2 jours de distribution avec lui. Et quand la gendarmerie m'a montré un lien, je suis restée... j'ai dit, c'est le lien du boulot à où j'ai réagi comme ça. Il me dit oui. Il me dit, tu l'as vu? J'ai dit oui, et il en a dans son coffre. La voiture, c'est le deuxième élément de rapprochement. Le suspect possède une berline aux pneus larges, pouvant correspondre aux traces retrouvées près du lieu du crime. Au moment que ma sœur est disparue, ce monsieur décide de refaire une révision de sa voiture ou de la nettoyer ou de changer les pneus. Donc ça fait bizarre, quoi. Pourtant, c'était pas une personne correcte, propre sur lui, il n'y avait aucun problème. Mais une personne qui n'a pas trop d'argent, qui cherche à changer ses jantes, qui cherche à changer les pneus tout neufs sur une 405, c'est quand même assez important, quoi. Au niveau financier, je parle. Donc c'est vrai qu'on se pose quand même pas mal de questions. Les gendarmes placent le jeune homme en garde à vue. Intelligent, provocateur, sachant manier les mots comme l'avocat qu'il aurait voulu être, le suspect oppose une résistance opiniâtre. Aucun argument ne le démonte vraiment, même s'il préfère se réfugier dans l'explosion de colère lorsqu'il se pense acculé par les questions des enquêteurs. C'est un monsieur, d'apparence plutôt calme, en tout cas dans les premiers moments, hein. Même coopératif, bien. Mais à partir du moment où on aborde certains éléments du dossier, là, il perd un petit peu ses moyens, il devient violent ou agressif, quoi. Voire il ne se contient plus. Ce que le suspect n'apprécie pas, ce sont les questions touchant sa sexualité ou ses tourments intérieurs. La garde à vue se prolonge. À un moment donné, dans l'enquête, les témoins qui sont entendus font état de certaines choses au niveau relationnel, voire relationnel intime, qui auraient pu être peut-être divulguées et su, j'allais dire, des personnes du quartier. En fait, l'homme semble ne pas pouvoir supporter l'idée que ses problèmes intimes puissent être exposés. Les enquêteurs en déduisent que si Karine avait imprudemment révélé les secrets de son petit ami, celui-ci aurait pu vouloir se venger d'elle. Et ce qui a été le point noir dans leur histoire, ça a été le sexe. Alors, je dis pas que tout doit être génial au début, hein, c'est pas ça, mais et que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous commencez à avoir une relation a des problèmes d'érection, a des problèmes d'alcool, a des comportements un peu bizarres, voilà, des pratiques sexuelles un petit peu bizarres. C'est-à-dire que, je dis franchement, pour avoir une érection, s'il faut forcément être dos, enfin avoir la fille et que vous ne voyez que son dos, imaginez vous êtes le garçon, hein, c'est qu'il y a quand même un problème, voilà. Et donc, et Karen, quand elle a commencé à se dire « Oh là, ça commence à être bizarre », elle a mis un terme à cette relation. C'est des gens qui me poussaient à bout pour que je dise que c'est lui. Alors je lui ai dit non, on ne peut pas accuser une personne quand on ne sait pas si c'est vraiment la personne ou pas. Parce qu'il me disait c'est lui. Bah, je dis non, je suis désolée, c'est votre version à vous, mais pas à moi. Moi, personnellement, la maman, non. Voilà. Parce qu'il tapait sur la table, sur leur bureau. Il dit écoutez, on vous dit que c'est lui. Bah, j'ai dit écoutez, si vraiment c'est lui, arrêtez-le. Les gendarmes n'ont pour l'heure que des suspicions et des doutes. Une absence d'alibi, un lien possible avec une arme du crime supposée et un comportement étrange après le crime. Tout ne peut être encore que coïncidence et le mobile imaginé par les enquêteurs est fragile. Faute d'avoir pu recueillir des aveux, les gendarmes choisissent de mettre un terme à ce premier épisode de garde à vue. Mais ils ne relâchent pas pour autant la pression, persuadés de tenir la bonne piste.
L'homme remis en liberté est l'objet d'une surveillance attentive et permanente. Il le sait et joue volontiers au chat et à la souris avec les gendarmes. Une dizaine de jours plus tard, le 27 septembre, les enquêteurs perquisitionnent soudainement le domicile du suspect, un petit appartement situé dans cette tour chevernie où vivaient Karine et sa sœur. Il commence à faire des auditions, des mises en garde à vue en septembre ou des perquisitions en septembre. Et vous vous dites, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est dommage, mais c'est trop tard. Alors ouais, la conviction, à 99,9%, pour moi, c'est cette personne. Voilà. Mais le fait de pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet et aller vers cette personne et commencer les perquisitions, commencer à saisir la voiture, regarder dans la voiture, envoyer la police scientifique là-dessus, ça fait qu'ils ont perdu du temps et des éléments. À cette même époque, les enquêteurs saisissent le véhicule du suspect. Ils entreprennent de le fouiller en profondeur et d'y prélever le maximum d'indices possibles. Les prélèvements sont ensuite envoyés au laboratoire pour analyse et comparaison. Et ils ont retrouvé des cheveux, ils ont retrouvé plein de choses, mais le problème c'est que les cheveux qui étaient retrouvés, c'est un ADN. Et le problème c'est que l'ADN correspond au mien aussi, parce qu'on est sœurs jumelles, donc, et je suis aussi montée dans la voiture. Donc ça reste toujours une question avec des gros points d'interrogation. Malgré ces échecs répétés, les gendarmes ne renoncent pas. Profitant au maximum du délai légal de 48 heures de garde à vue, ils réentendent leur suspect à 2 reprises, en décembre 1994 et en septembre de l'année suivante. Toujours sans résultat. Il reste innocent. Aucun élément matériel formel ne le met en cause. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, à l'issue de la garde à vue, il est remis en liberté et qu'il ne sera jamais inquiété par la suite. Pendant encore plusieurs années, les gendarmes maintiennent le suspect sous écoute téléphonique et surveillance vidéo, dans l'espoir de recueillir enfin un renseignement exploitable. La manœuvre n'atteint pas vraiment son objectif. La pression ne fait pas craquer le jeune homme, mais elle renforce sa haine contre la famille de Karine. 3 ans après sa dernière garde à vue, sa colère explose au hasard d'une rencontre dans le centre commercial de la cité. J'ai rentré dans le magasin, j'ai acheté donc mes merguez. Ensuite, il y avait à l'intérieur. Il me dit comme ça, est-ce que tu me reconnais? Je dis bien sûr que je te reconnais. Il dit, arrête de manipuler ta salope de fille pour des connards de gendarmes. Et puis après, donc le commerçant, il a dit, écoutez, allez faire vos histoires dehors. Et puis là, il continuait toujours à m'agresser. Donc il m'avait pris donc, par la gorge, comme ça. Et puis donc il serrait. Je le vois en train de l'étrangler. Donc, coup de poing. Et puis il a lâché Annick. Je l'ai rechopé et puis hop, il m'a lâché les bras. Puis il s'est sauvé dans le magasin. Au moment où il l'étranglait, il était en train de dire de toute façon, je vais t'envoyer en haut avec je vais dire le gros mot alors, avec ta salope de fille. Je vais t'expédier avec ta salope de fille. L'agresseur est placé en détention. 1 mois plus tard, en février 1999, sur plainte d'Annick Cagné, le jeune homme est condamné pour violence volontaire à 6 mois de prison avec sursis et à verser des dommages et intérêts. Alors peut-être qu'à force de le harceler, il est devenu à moitié encore fou, on va dire comme ça, entre parenthèses. Hein. Et donc il a voulu peut-être se venger, je ne sais pas, je suppose qu'il a dû se venger un petit peu comme ça. Cette fois, les gendarmes jettent l'éponge. Ils n'ont plus aucun espoir d'établir la culpabilité de leur principal suspect. Jamais mis en examen, celui-ci est donc totalement étranger à la mort de Karine. Pour l'enquête, c'est un coup fatal. Plus de suspects, aucun élément exploitable, pas d'axe nouveau d'investigation. La justice clôt donc une première fois l'instruction par un non-lieu prononcé le 28 avril 1999. Elle a disparu le 9 juin, on la retrouve le 12 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon,
C'est vrai que le corps était quand même dans un état assez dégradé, puisqu'en plus c'était en bordure d'un petit bois, c'est des lieux qui sont humides. Donc forcément, ça a une influence sur l'état du corps. Donc on voyait bien que le corps était là depuis un certain temps, mais dire quel jour exact, c'est pas vraiment possible. Donc déjà, si on fait une enquête d'environnement, on va dire est-ce que tel jour, vers telle heure, vous avez vu passer tel véhicule, quelque chose d'anormal. Déjà, on peut pas poser ce style de question, parce qu'on n'a pas d'idée. Donc c'est vrai que ça rend les choses plus difficiles. Je ne dis pas que ça les rend impossibles, la preuve. Les gendarmes dans ce dossier ont quand même fourni un travail très étayé. Je veux dire, sur quand même 5 ans, ils n'ont pas relâché le travail. Il y a quand même eu des investigations scientifiques. Il y a eu un gros travail de vérification, d'audition, de garde à vue par les gendarmes. Donc c'est vrai que ça n'a pas tout empêché. Je dis simplement que malheureusement, ça rend les choses plus difficiles, puisque les premières investigations qu'on fait, c'est souvent là qu'on a des éléments qui sont déterminants. Ça fait mal, parce qu'on se dit qu'on se date, même si maintenant l'affaire est clôturée pour eux, pour nous elle n'est pas clôturée. On vit toujours avec, et je pense que tant qu'on n'a pas une réponse, ça restera dans notre cœur, dans notre vie. On veut savoir. Ça devient machinal, ça devient le matin, je me réveille, c'est ça, je me couche le soir, c'est comme ça. Et c'est vrai que ces gens-là font leur boulot, ils n'ont pas trouvé ce qu'il fallait, mais quand on reçoit un papier qui nous annonce qu'il n'y aura plus de suite, ça fait mal. On n'existe plus, en fin de compte, on n'existe déjà pas, on existe déjà dans la douleur, et ces personnes-là, à un moment, ils arrêtent tout, et on se dit qu'est-ce qui va se passer, quoi, comment on va faire, comment on va avoir notre solution, quoi. Je ne resterai pas là. Me connaissant, non, je ne pourrais pas. À moins que Dieu m'emmène avec lui là-haut. Là, je ne pourrais plus rien faire. Ça, je n'embêterai plus personne. Ni les gendarmes, ni les autorités, je n'embêterai plus personne. Et tant que je serai sur la terre, je n'arrêterai pas. Durant 5 années, plus rien ne se passe. Et puis en juillet 2004, l'instruction est rouverte. Non pas sur un élément nouveau, mais du fait des avancées scientifiques sur l'ADN. L'espoir réside sur l'analyse du seul matériel génétique retrouvé sur le corps de Karine. Une touffe de cheveux maculée de sang et un poil. Mais leur état de décomposition empêchera tout résultat positif. Encore une déception. Encore un échec. Les traces d'ADN qu'on a pu retrouver, aucun n'était exploitable et ne permettait une comparaison, parce qu'on n'avait pas assez de séquences d'ADN, en fait. Il faut savoir qu'en réalité, sur les poils et les cheveux, on arrive à retrouver de l'ADN de façon assez difficile, et surtout à la base du poil ou du cheveu, où il y a le matériel génétique. Ça dépend aussi de l'état de conservation, du coup, parce que c'est assez fragile, et que souvent, sur ce type de matériel, on retrouve qu'un seul type d'ADN, qui s'appelle un ADN mitochondrial, et qui, en fait, n'est pas propre à un individu en particulier, mais à toute la lignée maternelle. Donc, ils sont des fois assez difficiles à exploiter, à avoir en entier et à compléter. Il avait laissé planer le doute, mais Michel Fourniret a finalement accepté de venir à l'ouverture de son procès. Une image furtive. À l'initiative, cette fois, de l'avocat de la famille, de nouvelles vérifications sont entreprises sur une possible implication dans le meurtre de Karine du tueur en série Michel Fourniret. Le résultat est négatif. Lui seul sait s'il sera présent demain dans le box des accusés. On peut penser à Fourniret à un moment donné, parce qu'il s'agit d'une jeune femme dont on a après à retrouver le corps. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas d'éléments biologiques laissant penser à ce que cette jeune femme ait fait l'objet d'un viol ou autre chose. Il y a juste ce détail de ce soutien-gorge qui a été retrouvé dans sa poche, qui a fait penser à un moment donné à éventuellement une agression sexuelle. Mais rien qui n'ait laissé de traces physiologiques sur elle. Donc c'est vrai qu'en 2004, on est peu de temps après l'interpellation de M. Fourniret, bon, c'est quelque chose à laquelle on peut penser, mais franchement, on n'a rien trouvé qui puisse permettre
quoi que ce soit comme rapprochement objectif dans ce dossier, à part l'idée qu'à un moment donné, on a pu avoir. De toute manière, au point où on en est, c'est faut tout essayer. De toute manière, on n'a plus rien à perdre. Le plus dur est perdu, pardon. Et pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Une autre piste surgit un peu plus tard. Raymond Guardo est un habitant de Meaux qui a souvent fréquenté la cité de Beauval. C'est aussi un père incestueux qui a été convaincu d'avoir violé sa fille durant de longues années. Ah bah lui, par contre, il avait une estafette en face au champ. Enfin, à cette époque-là, je crois que c'était Monoprix ou je sais plus quoi. Il avait une estafette et puis donc il vendait des cartes de visite. Et moi, je suis allée le voir parce que je voulais faire pour Marine, pour son baptême. Bon, à cette époque-là, il lui fait un devis, mais il était un peu cher. Et au fond, j'ai bien vu une jeune femme, et j'ai cru que c'était son épouse, mais enfin, c'était sa fille. Voilà. Violée quotidiennement par son père, 6 enfants naîtront de cet inceste sans que personne ne s'en étonne. Lydia a pourtant déposé de nombreuses plaintes. Je leur disais que j'avais peur de lui, qu'il me faisait des trucs. Je voulais pas qu'il... Mais ils me croyaient pas, parce que mon père me faisait passer pour une folle. La victime directe a effectivement dénoncé le fait qu'il n'y avait éventuellement pas qu'elle. Maintenant, le dossier n'a pas... C'est comme tout le reste. C'est vrai qu'avant de réouvrir un dossier, on essaye d'avoir autre chose que « tiens, et si c'était un tel ?» Mais après, je veux effectivement bien comprendre, et je trouve que c'est tout à fait légitime, que de la part des victimes, on continue des investigations, on demande à ce qu'il y ait d'autres investigations, dès lors que paraît un élément nouveau, et on se dit « tiens, pourquoi pas ?» quoi. Si Guardo, décédé en 99, pouvait intéresser l'enquête sur la mort de Karine, c'est parce qu'il fait déjà l'objet de soupçons sur l'enlèvement et le meurtre en 87 de 4 fillettes. Il est vrai qu'au départ, on est un peu étonné. On ne voit pas pourquoi, si c'est lui qui a tué et violé ses enfants, on ne voit pas pourquoi il passerait une tranche d'âge. Karine Leroy avait 18-19 ans quand ça lui est arrivé. Mais effectivement, partant du principe qu'il a continué toute sa vie à violer au moins Lydia et son frère Bruno et sa sœur Nadia, c'est-à-dire que, bon, il n'y a pas que Lydia qui l'a violée. On peut émettre l'hypothèse qu'il aurait pu s'intéresser, si j'ose dire, à Karine Leroy. Maintenant, c'est une supposition. C'est pas impossible. Mais là encore, comme avec l'ADN ou comme avec Fourniret, les vérifications ne permettent pas de conclure à une implication avérée. L'affaire Karine Leroy est à nouveau classée le 30 janvier 2007. Humainement, ce sont des affaires qui vous poursuivent tout le temps. Parce que, premièrement, ça concernait quand même un homicide où la victime, bien sûr, tous les homicides, la victime souffre, mais là, on pense qu'il y a quand même eu, compte tenu du scénario, un niveau de souffrance. Et parce que vous n'avez pas solutionné cette affaire. Quelque part, un assassin se promène. C'est invivable, quoi, c'est invivable. Là, je vais être sur mon canapé, tranquille, en train de regarder la télé, je vais voir une enquête un peu qui ressemble à ça. Je vais dire, mais... Et le pire, c'est quand je vois qu'ils arrivent à résoudre, et que nous, on n'y arrive pas, et que les faits sont peut-être à côté de nous, et que ça a été fait, mal fait, j'en sais rien, mais je peux pas rester comme ça, quoi. Je peux pas, non. Là, c'est vraiment... c'est même plus de la fatalité, maintenant, c'est de la colère qui parle, quoi. Je crois que la colère est en train de monter, et il va falloir trouver une solution, parce que ça va plus, là. Ça va plus. Qu'est-ce qui pourrait relancer ce dossier ? Bon, ça peut être des aspects techniques. Je veux dire, on progresse tous les jours. Enfin, je veux dire, bon, c'est encore un petit peu récent, les expertises génétiques. Mais voilà, les scellés, ils sont quand même là. Je pense que d'ici, ça va très très vite, la connaissance. On a des génotypes, ils ne sont pas complets. Rien ne nous dit que d'ici quelques années, on ne va pas pouvoir encore mieux les analyser, encore mieux les compléter. Donc ça, déjà, à mon avis, il ne faut pas le perdre de vue. Et ce type de dossier, en fait, c'est susceptible de rebondir par des axes, enfin des renseignements qui vont arriver en parallèle, en fait. C'est déjà arrivé. Que des personnes, justement, connaissant ces délais de prescription, se libèrent, parce que c'est un poids, quand même.
Quelqu'un qui tue une autre personne, c'est quand même pas un acte anodin. Donc forcément, il l'a sur le cœur, il l'a sur les mains, il l'a à l'esprit. On ne peut pas penser qu'une personne humaine, en tout cas un humain, puisse commettre un tel acte et ne pas y penser régulièrement. Ou alors, c'est... Donc, bon, c'est pour ça que je dis que le dossier est clos, mais cette affaire n'est pas terminée. Enfin, Il faudrait qu'on me le dise. Les gendarmes ou l'avocate, aujourd'hui, on me dit c'est terminé, il n'y a plus rien. Il faut qu'on me le dise. Comme ça, j'essaierai de faire mon deuil. J'essaierai. Quand je suis dans mon lit, eh bien, je regarde ma fille et je lui parle. Donc, je me mets là, comme ça, bien sûr, là. Alors, je me mets comme ça, voilà. Ensuite, je suis comme ça, je la regarde. Et puis, je lui pose des questions. Des fois, je me dis, peut-être qu'elle va me parler. Et puis, en fin de compte, des fois, après, je me dis, c'est dans ma tête, hein. Voilà. À force de la fixer, ben, des fois, je me dis, elle va peut-être me sortir quelque chose. Alors je me dis que ça devient catastrophique. C'est pour ça qu'il est temps que ça s'arrête tout ça. J'en ai marre. Je la prends. Alors j'ai fait là, je me dis, oh les gens, t'as de la poussière comme d'habitude. Hein. Et après, il fait des bisous. Pourquoi t'es parti? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Et puis, ben, tes frères et sœurs, et puis voilà.